Après avoir fait une vidéo où essentiellement j'expliquais pourquoi One Piece était médiocre et nul, j'ai décidé de faire une autre vidéo qui est un peu l'envers de la médaille et parler un peu de pourquoi One Piece est une bonne série, qu'est-ce que j'aime dans One Piece, parce que je dois admettre qu'il y a quand même plusieurs choses que j'aime dans cette série-là. Peut-être la vidéo précédente a donné une impression un peu négative, parce que c'est vrai que la fin des arcs me déçoivent énormément à chaque arc. Et après, c'est moi-même qui me déçois de ne pas être capable d'apprendre que ça va être comme ça et d'avoir des attentes claires de comment ça va finir. Mais bon, on n'est pas parfait. J'ai déjà fait une vidéo sur l'acceptation de soi et de ses limitations, donc comme quoi tout est relié dans ce monde. Mais pour parler de One Piece, je dois souligner certains points, plusieurs points intéressants quand même. Donc, le premier point, c'est la créativité de l'auteur. Et c'est un mélange de créativité et de structure. Parce que il y a des auteurs qui ont des idées brillantes, mais qui n'arrivent pas nécessairement à les développer à leur plein potentiel. Naruto, moi je pense que c'est le cas. Je veux dire, l'auteur de Naruto avait vraiment un bijou dans ses mains, une œuvre d'art incroyable, qui par moments atteignait un niveau de génialité magnifique, mais éventuellement l'auteur a commencé à littéralement devenir fou et à ruiner sa propre œuvre. Donc sa génialité, il n'a pas pu la maintenir sur le long terme. Tandis que One Piece, lui, il a été capable de maintenir une très grande constance sur une période de temps hallucinamment longue. C'est-à-dire que quand on lit le manga ou qu'on regarde l'anime qui a sorti il y a plus de 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, à chaque étape, l'énergie est quand même la même. Ça reste One Piece, ça reste la même sensation. Ça s'est pas dégradé, ça s'est pas détérioré. Et donc, je trouve que le niveau de génialité est certainement plus bas que celui de Naruto. C'est même pas proche, c'est même pas comparable. Mais le niveau de constance, lui, est impressionnant quand même. Il est très impressionnant, très 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 impressionnant. Et l'auteur a conçu le monde de One Piece d'une façon assez improbable. C'est-à-dire que le monde est très symétrique dans One Piece. Il est divisé sur quatre océans, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et un genre d'océan central qui fait le tour de la Terre, qui s'appelle le Grand Line, qui est divisé entre la première partie qu'on appelle Paradise, qui est paradis, et la deuxième partie qu'on appelle Shinsekai, c'est-à-dire le nouveau monde. Donc c'est très bon, c'est très symétrique comme monde, mais l'avantage de ça, c'est que ça permet une certaine linéarité. C'est-à-dire que l'auteur développe dans un ordre assez logique et cohérent l'avancement des personnages à l'intérieur de son monde. Et ce développement-là dure depuis déjà plus de 20 ans. Et on sent toujours pas un essoufflement. Je veux dire, on sait qu'on approche de la fin inévitablement, là. Mais je trouve que la qualité qui avait un certain niveau, c'est quand même toujours maintenue. Donc, il y a eu des hauts et des bas quand même, mais globalement, c'est une série sur le long terme très 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 constante. Un autre point que je trouve très bon dans One Piece, c'est la créativité dans l'apparence, la personnalité des personnages. C'est-à-dire que c'est une série qui introduit des nouveaux personnages à chaque arc, mais une quantité mirabolante de personnages qui sont présentés quand même dans un détail assez impressionnant pour ne réapparaître jamais ou pour réapparaître 500 épisodes plus tard. Donc l'auteur garde quand même une capacité à créer ces personnages, ces liens entre ces personnages qui est assez malade, assez incroyable. Et encore plus loin que ça, l'interaction de ces personnages est présentée très graduellement dans l'histoire. Mais jusqu'à date, il n'y a pas eu un manque de cohérence flagrant dans cette évolution-là. C'est-à-dire que lui rencontre par exemple des personnages dans une prison sous-marine qui s'avèrent être des amis de son père, qui s'avèrent être le mentor de son frère, qui devait être mort mais qui n'est pas mort. Et on voit ici que parmi ces milliers, littéralement des milliers de personnages, les personnages importants et même secondaires ont des liens qui sont présentés sur le long terme de façon très intéressante. On finit par comprendre par exemple qui sont la famille de qui, les apprentis de qui étaient des grands alliés dans le passé, qu'ils sont redevenus.
comment les grands personnages ont déjà fait partie de la même équipe, les bons et les méchants ont dû se mettre ensemble pour combattre d'autres rivaux. Donc c'est cette capacité-là à développer les interactions des personnages sur le long terme en maintenant une cohérence. C'est vraiment la génialité de One Piece. C'est hallucinant. Et une autre des belles forces de One Piece, c'est de mélanger la comédie, l'humoristique, avec des sujets très sérieux. Donc sur la partie humoristique ou drôle, c'est que par exemple, un des personnages qui s'appelle Furanki euh, a une attaque spéciale qui s'appelle Furanki Kentaurus, où il peut essentiellement devenir un centaure inversé. Et, je veux dire, il se sert de cette attaque-là une fois, mais il peut devenir un centaure. C'est ironique, non? C'est drôle. Et il fonctionne, il carbure au Coca-Cola. Donc lui, régulièrement, il doit trouver du Coca-Cola pour mettre des bouteilles de Coca-Cola en lui. Et c'est sa source d'énergie, dans le fond. C'est une des sources d'énergie de leur bateau aussi. Donc vous voyez, c'est rigolo, c'est drôle. Et avec le cola, d'ailleurs, leur bateau peut voler pendant 1 kilomètre. C'est un bateau en bois, là, mais qui peut voler. Qui est un petit sous-marin, en tout cas, c'est assez compliqué comme chose, là. Vous voyez, c'est humoristique, c'est drôle. Et en parallèle de tout ça, il y a une réflexion très sérieuse sur la lutte des classes dans One Piece. C'est-à-dire que dans One Piece, il existe les nobles, il existe les militaires, il existe les citoyens conventionnels, il existe les rebelles. Et leurs interactions sont présentées dans une analyse très intéressante. C'est-à-dire que les nobles mènent une vie de nobles. C'est-à-dire qu'ils sont totalement détachés de la réalité des gens. Et ils traitent les gens avec un certain dédain. Et ça, c'est politiquement incorrect, mais je veux dire, quand on parle toujours du 1% ou du 0,1% du monde, là, les gens très riches, très puissants de ce monde, ce n'est pas nécessairement par mauvaise volonté, mais ils vivent dans une réalité différente. Ils ne peuvent pas comprendre la réalité d'une personne de classe moyenne, ne serait-ce que d'un pays développé, mais encore moins d'une personne de classe moyenne ou de classe pauvre d'un pays pauvre. Ils n'ont probablement jamais mis les pieds ou ils n'ont pas, ils ont définitivement une conscience, une perception du monde qui est différente. Et c'est quelque chose qui est très analysé dans One Piece. Et un autre thème très sérieux qu'il s'analyse, c'est celui de la corruption. Parce que, en tout cas, dans One Piece, il y a la marine, qui est une institution qui fait partie du gouvernement mondial. Là, c'est très formel. Je trouve que beaucoup de séries font l'erreur de présenter des gens comme la police ou la marine comme étant des genres d'institutions honorables qui cherchent à faire le bien, qui font opposition aux méchants ou aux mauvais. Mais One Piece fait partie de beaucoup de réalisme dans ça. C'est-à-dire que dans la marine, il y a des gens qui sont idéalistes, des gens qui se sont battus pour le bien, pour devenir des héros littéralement, notamment le grand-père de Luffy, le héros de la marine, Garp. Mais en même temps, il y a des gens très corrompus, très méchants, il y a des intérêts très contradictoires dans la marine. Il y a des gens qui se battent pour leur propre intérêt. La marine engage essentiellement des mercenaires, qui sont les 7 corsaires de la marine, les Shichibukai, plus correctement. Et donc, je veux dire, moi ça m'interpelle parce que la vraie vie est comme ça. Je veux dire, peu importe le pays dans lequel vous vivez, le gouvernement va toujours essayer de se présenter comme cette entité bonne et noble, et que la plupart des gens savent n'est pas bonne et noble, mais qui peut quand même faire des bonnes choses pour la société. Je veux dire, ils peuvent construire des infrastructures, créer des programmes sociaux, faire des choses qui sont bien, avoir des gens qui travaillent fort pour le bien des gens, mais aussi être rongés de l'intérieur par les intérêts personnels des gens. Donc ça c'est très réaliste. Et dans l'évolution de One Piece, l'interaction des gens est très axée dans ce sens. C'est-à-dire que les personnages les plus importants gardent beaucoup de réalisme par rapport à qui sont les bons, qui sont les méchants, quelles sont les institutions. Donc, il y a une scène, par exemple, j'espère ne pas trop faire des spoilers, là, où Shanks, qui est un des mentors de Luffy et aussi un des Yonkai, un des 4 empereurs, se rend chez les nobles. Et ça c'est quand même intriguant parce que les nobles, c'est censé être les chefs ou les personnes qui contrôlent, dans le fond,
le gouvernement mondial et l'armée, c'est-à-dire une des grandes puissances qu'il y a dans le monde, là, alors que les empereurs sont censés être leur ennemi, un autre groupe opposé. Ils sont censés être dans une confrontation absolue. Mais Shang Tsung, qui fait clairement partie du groupe des Yonkai, peut se présenter chez les nobles et leur parler. Donc je ne sais pas encore de quoi ils ont parlé. Il y a beaucoup de mystères là-dessus. Mais ça montre comment la vie est comme ça. Je veux dire, des pays qui prétendent être ennemis peuvent se parler dans certaines circonstances. Quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, c'est que les États-Unis étaient il y a quelques années, là, il y a 5 6 ans, dans une confrontation très ouverte avec l'Iran. Chose qu'ils font régulièrement d'ailleurs, parce que, en tout cas, comme le gouvernement mondial dans One Piece, ils ont des intérêts personnels qui vont beaucoup au-delà du bien des gens. Mais dans une des multiples guerres qu'ils ont faites, ils se sont retrouvés à avoir un ennemi commun, les États-Unis et l'Iran. Et même si publiquement ils continuaient à se menacer de faire la guerre et menacer de littéralement s'entretuer, et paraît-il, il y avait des réunions quand même de haut niveau où ils faisaient une stratégie pour faire la guerre contre leur ennemi commun. Donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent dans la réalité. Pas nécessairement super médiatisé, malgré que c'est pas un secret non plus. Et One Piece a quand même cherché cet élément-là. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Parce que, je veux dire, Shanks, c'est un yokai. Et il parle avec les nobles. Donc, pourquoi? Et dans la vraie vie, c'est possible. Les gens qui ont de l'influence et du pouvoir, ils peuvent se parler. Qu'est-ce que j'aime d'autre dans One Piece? C'est quand même fluide comme histoire, ça avance. C'est quand même un bon mélange entre mystère et description, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages dont on sait très peu. Je pense que le fait d'en savoir peu est la meilleure façon de les développer, parce qu'occasionnellement on apprend une chose ici et là. Par exemple, Kurohige, qui est Barbe Noire, c'est en train de devenir l'antagoniste principal, mais on l'a peut-être vu 3 fois en presque 1000 épisodes. Il a des apparitions très 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 sporadiques, très ponctuelles. Et après, quelqu'un nous raconte qu'il a réussi à battre ce qui restait de l'armée de Barbe Blanche, mais on nous le dit comme ça. On l'a pas vraiment vu, on a eu un petit flashback ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il est dans une énorme guerre contre Monkey D. Durago, qui, en tout cas, j'imagine que vous savez c'est qui, mais le mystère que ça crée laisse un peu place à l'imagination, chose que j'aime dans une série. Il y a plusieurs personnes dans le monde de One Piece, plusieurs personnes très importantes, qui poursuivent des buts, mais on ne sait pas vraiment quels sont ces buts. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. On a une idée assez globale de ce qu'ils font pour les atteindre. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant comment en ce moment il y a plusieurs personnages sur lesquels je me demande où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. C'est une question que je me pose là en ce moment, notamment concernant Barbe Noire. Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait Shanks? Et bon, il y a une multitude de personnages moins importants qu'on pourrait se demander aussi où ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et peut-être un dernier point pour finir, plus humoristique, je vais parler de 2 personnages que j'aime vraiment beaucoup. C'est de Baby Fibe et de Hebi Hime. C'est ces 2 filles qui sont... Bon, en tout cas, Hebi Hime est définitivement la plus forte des deux, la plus importante pour une multitude de raisons. C'est considéré la femme la plus belle du monde de One Piece. Pour des raisons presque incompréhensibles, elle tombe amoureuse de Luffy, qui est le personnage principal. Luffy s'en fout complètement. Donc dans One Piece, il y a plusieurs de ces relations comme ça, un peu illogiques, un peu passionnelles. Et je veux dire, les gens, quand ils sont amoureux, des fois, ils deviennent un peu fous. Hein. Luffy, par exemple, il est physiquement très laid, et personne ne fait un secret de ça. Il a l'air d'un macaque. Et cette dame-là, qui est Hibishime, ouais, son nom c'est Boa Hankoku en fait. C'est Boa Hancock. C'est son titre, Hibishime, c'est-à-dire la princesse serpent. Elle, on voit comment elle voit Luffy, elle le voit comme quelqu'un de magnifique, de brillant, de super agréable et tout, elle fait tout pour l'aider. Donc c'est quand même une touche intéressante, c'est très caricatural, c'est pas du côté humoristique de Luffy, pas de Luffy de One Piece, mais je peux pas dire que ça me déplaît, c'est drôle. C'est une série qui est relaxante quand même, comme il y a beaucoup d'épisodes. Je veux dire, les gens qui aiment cette série-là ont du volume. Si quelqu'un décide de s'embarquer dans ça, pas besoin
Tu sais, de nos jours, on parle du problème qu'il y a plusieurs sites de streaming. Il y a Netflix ou je sais pas quoi d'autre. Puis quelqu'un qui s'intéresse à One Piece, tu prends Crunchyroll, puis t'es correct pendant des années là. One Piece à tous les soirs. One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. C'est long, c'est court. Je l'ai dit au début, c'est très constant. Donc, je peux revenir à un épisode, 200 épisodes plus tôt, 300, 500, les premiers épisodes. La dynamique, l'énergie est la même. J'ai même discuté avec un de mes amis le fait que l'entracte de One Piece change les personnages. C'est-à-dire qu'après la guerre au sommet, ils vont tous s'entraîner chacun de leur bord. Ils reviennent différents. C'est-à-dire que Luffy est un peu moins stupide. Quand il y a le fake Luffy, Luffy au lieu de le confronter, il met un peu de haki, il les neutralise, il continue comme si rien n'était. Usopp revient plus courageux. Ils ont tous un peu évolué dans leur personnage, mais rapidement, ils régressent vers leur soi habituel. C'est-à-dire que Usopp redevient aussi pourri que d'habitude et Luffy redevient aussi stupide qu'avant. Donc, dans une analyse peut-être qui va un peu trop loin, est-ce qu'ils s'infantilisent quand ils sont ensemble? Parce que c'est pas un secret, des enfants, quand ils sont seuls, ils sont plus calmes et plus sérieux, et quand ils sont en groupe, ben, ils deviennent plus énervés et stupides, donc qui sait? Peut-être c'est du foreshadowing vers ce que les membres de l'équipe vont devenir une fois qu'ils seront séparés. Qui sait? Donc là-dessus, ben, je pense que j'ai réussi quand même à mentionner quelques bons points sur One Piece. Et c'est une série que j'ai toujours dit qu'elle n'est pas vraiment bonne, mais elle est digne d'être connue quand même. Ou elle est même assez bonne. C'est juste l'élément que j'ai précisé dans mon autre vidéo, la conclusion de leur arc qui enlève énormément à la série, mais si ce n'était que de ça, je pense que la série serait quand même très 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 bonne. Alors, si vous voulez le lire ou écouter la série, je vous le conseille, on aura une quantité de sujets à débattre pratiquement illimitée.